Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question passionnante. Mon entreprise peut-elle payer mon salaire en Bitcoin? Comment tu vas Thibaut? Écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Oui, on va s'intéresser à ce sujet-là. Donc, pour rappeler le concept de l'émission, on va s'intéresser aux technologies de la blockchain et des cryptos au sens large, avec l'idée de montrer comment finalement elles vont progressivement s'incorporer dans notre quotidien. Oui, d'ailleurs, si vous avez des sujets passionnants que vous souhaitez nous voir aborder, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de cette vidéo quelques idées. Et donc, on commence tout de suite pour notre seconde émission de la rentrée avec un sujet que moi je trouve absolument passionnant et qui nous touche tous. Est-ce possible pour mon entreprise de payer mon salaire en Bitcoin ou dans toute autre crypto-monnaie d'ailleurs? Pour cette émission, on a le plaisir de recevoir Axel Saban, qui est le cofondateur de Revo Avocat, cabinet spécialiste en droit fiscal qui dispose d'une grosse expertise autour des crypto-monnaies. Bonjour Axel. Bonjour Stéphane, bonjour Thibaut. Alors, une question qui est complètement traditionnelle chez nous, Axel, c'est quel est ton parcours? Et au-delà de ton parcours, comment est-ce qu'un spécialiste du droit fiscal devient aussi un spécialiste de la blockchain? Alors mon parcours, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça paraît déjà longtemps à l'échelle crypto. C'était sur les années 2016-2017 où j'ai découvert la crypto à l'occasion d'un voyage autour du monde. Et en fait, j'ai eu beaucoup de temps pour m'intéresser à des notions économiques, philosophiques, monétaires. J'ai découvert par une connaissance, par mon frère plus précisément, le Bitcoin. J'ai commencé à regarder ce qu'était cet étrange objet monétaire et je dois avouer que 2 jours après, j'avais sous la main toutes les ressources disponibles et j'ai commencé à dévorer toute la documentation en fait qui existait à ce moment-là. En revenant de voyage, j'ai eu une idée bien précise, c'est évidemment de prêter serment, parce que j'avais terminé mes études, mais je n'avais pas encore prêté serment. J'ai prêté serment et je me suis mis immédiatement sur la fiscalité des crypto-monnaies, de Bitcoin, parce que j'étais déjà fiscaliste de base. Et je me suis dit que c'était une bonne idée pour combiner ces deux passions. Donc j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats à mi-temps, sur l'autre moitié du temps. J'ai développé ma clientèle crypto et mon expertise crypto pendant 3 ans. Après 3 ans, donc j'ai fondé le cabinet Revo Avocat. Je ne l'ai pas cofondé, je l'ai fondé. Et aujourd'hui, on est 3 personnes chez Revo Avocat. On fait uniquement de la fiscalité et plus précisément uniquement de la fiscalité crypto. Donc ça, c'est votre spécialité. Exactement. Et quand vous dites on, c'est combien de personnes? Et ça s'organise autour de différents pools, pôles, le fiscalité entreprise particulier? Non, c'est assez général parce qu'on n'est pas encore assez gros pour avoir des pôles de fiscalité. En fait, on est 3 personnes. Donc, moi, en tant qu'associé du cabinet, j'ai 2 collaborateurs, Nicolas Verger et Chérine Osni, les deux passionnés aussi par la crypto et par la fiscalité. Et on est aujourd'hui amené à traiter de questions aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Bon, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, avant d'aller vraiment dans les détails, Axel, aujourd'hui, oui ou non, une entreprise peut payer ses salariés en Bitcoin ou dans n'importe quelle crypto? Il faut une réponse franche, oui ou non. La réponse, c'est non sur la partie du salaire, au sens strict du salaire, la contrepartie monétaire du travail fourni. Ok. La réponse est non. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail. Peut-être pour commencer, donc est-ce qu'on peut déterminer quelles sont les règles à respecter pour payer un salaire? Et puis ensuite, on verra quels sont les autres éléments qu'on peut payer en crypto. Tout à fait. Alors, il y a quelques règles qui ne sont pas spécifiques aux moyens de paiement. C'est évidemment respecter les minimums légaux ou conventionnels. Ça aura un impact énorme pour savoir quelle est la partie qu'on peut payer en crypto et la partie qu'on peut payer en euros. Et surtout, sur le salaire au sens strict, c'est qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, il y a une disposition qui existe et qui précise que le salaire doit être payé en euros par virement bancaire, virement postal, chèque barré. Bref, il faut que ce soit en euros, en fait. Ça, c'est marqué dans la loi. Tout à fait. C'est-à-dire que mon salaire doit être payé en euros sur mon compte bancaire. Tout à fait. Ça concerne vraiment le salaire au sens strict. Après, il y a d'autres choses que le salaire au sens strict. On aura l'occasion d'en parler. Avantages en nature, primes diverses. Il y a tout un tas de mécanismes de rémunération alternative qui existent dans le Code du travail. Mais sur le salaire au sens strict, c'est des euros.
Bien. Impec. Et sur certains supports spécifiques, pas de cash par exemple, c'est On très a spécifique. on a déroulé le plan, c'est top. Alors moi, du coup, quelque chose qui m'intrigue et que du coup, j'ai du mal à comprendre et tu as bien répondu à la première question, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué en fait d'avoir la réponse? Parce qu'aujourd'hui, si tu cherches un petit peu sur internet, «Est-ce que je peux recevoir mon salaire en bitcoin?» Tu trouves un petit peu tout et son contraire. Quand tu demandes l'avis à des acteurs professionnels, pareil, tu as des avis qui vont un petit peu diverger. En tout cas, il y a jamais personne qui te pose une réponse claire et précise, ni une méthodologie, ni une justification. Alors pourquoi est-ce que ce sujet-là en particulier, c'est si compliqué? Alors, il y a plusieurs raisons. D'une, parce que parfois, on n'est pas d'accord. Alors, même si je suis tranché, évidemment, il y aura peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais il se trouve que sur ce sujet-là, j'espère être en mesure d'étudier correctement la loi. Deux, les personnes qui répondent ou qui vont diffuser certaines informations ne sont pas forcément des professionnels du droit et peuvent aussi très bien essayer de retranscrire des informations qu'elles ont mal comprises. Mmh. Et trois, et c'est peut-être ça le plus important, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le salaire au sens strict, ce n'est pas possible, mais le salaire au sens large, une partie est possible. Donc en réalité, on ne peut pas recevoir de crypto en guise de rémunération, on ne peut pas recevoir de crypto en guise de salaire, mais on peut recevoir une partie de sa rémunération en crypto. OK. Autre question du coup dans la continuité, est-ce que c'est plus simple ailleurs? Parce qu'on voit, beaucoup dans l'actualité, notamment, côté États-Unis, on voit les maires de Miami, de New York qui annoncent recevoir leur salaire en bitcoin. On a beaucoup de clubs sportifs aussi en NBA, en NFL qui donnent la possibilité à leurs joueurs d'être payés en bitcoin. On peut se dire c'est les États-Unis, c'est loin, mais récemment, on a un député belge aussi qui s'est positionné, de la même manière en disant qu'il allait recevoir aussi son salaire en bitcoin. Alors est-ce que c'est des effets d'annonce et en fait, ils trichent un petit peu dans le sens où ils reçoivent leur salaire en monnaie fiduciaire et ils font un change instantané et du coup, c'est pas directement un paiement? Ou est-ce que c'est réellement plus simple ailleurs? Ça peut être un peu des deux. Dans le cas du député belge, par exemple, il est intervenu sur une conférence pas plus tard que ce week-end pour expliquer sa décision. C'est un virement en euros qu'il reçoit de la part des institutions belges et il convertit immédiatement ce montant en euros en bitcoin. Donc c'est lui qui prend l'initiative de faire des investissements en bitcoin. Il s'engage à titre moral, de transparence, ou je ne sais pas quelles seront les preuves qu'il pourra apporter, comme quoi il a bien converti tout son salaire en bitcoin. Mais en tout cas, il s'y engage moralement à ne plus recevoir d'euros, ne plus conserver d'euros à partir de sa rémunération. OK. Sur d'autres instances professionnelles, par exemple les footballeurs professionnels, les sportifs professionnels, mettons au sens large, mais je pense aux footballeurs, parce qu'il y a eu notamment quelques cas de footballeurs qui Mmh. allaient recevoir une partie de leur salaire en crypto. Oui, en fan token. Exactement. Et c'est la même La même problématique. distinction en fait qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie du salaire, ça c'est du contrat en fait, parce que ces personnes sont à des niveaux de rémunération qui permettent largement d'avoir une grande liberté dans leur contrat. Parce que dans les minimums dans lesquels ils s'engagent sur le salaire, voilà, ils ont quelques contraintes à respecter, mais ils prennent jamais tout leur salaire en crypto. Du côté des États-Unis, je ne suis hélas pas expert dans la législation américaine. Ça m'étonnerait pas forcément que ce soit beaucoup plus souple qu'en France. Ils sont quand même assez connus pour leur liberté contractuelle qui est poussée à son paroxysme. Mais il peut aussi y avoir des contraintes avec OK. une partie obligatoirement payée en dollars, une partie potentiellement payée en bitcoin ou en crypto. Ou alors, c'est aussi, à l'instar du député belge, c'est aussi une conversion qui est faite dans la foulée. Question très générale, qu'est-ce que ça changerait tant du point de vue du droit social que du droit fiscal si demain, tant pour moi que pour l'entreprise, je recevais mon salaire en bitcoin? Alors, ça peut changer pas mal de choses sur les grands principes, à savoir quelle est la catégorie d'imposition dans laquelle le salarié va être imposé. Ça ne va pas changer. Comment l'entreprise va pouvoir déduire le salaire qu'elle va verser, ça ne va pas changer non plus. Les cotisations sociales, c'est pareil. En fait, c'est exactement les mêmes régimes de cotisations sociales, quelle que soit la situation de l'entreprise. En revanche, c'est en fonction de la situation de l'entreprise avant le paiement en crypto ou la situation du salarié après le paiement en crypto que ça va changer. Je m'explique. Pour une entreprise, mettons le cas basique d'une entreprise à l'impôt sur les sociétés, elle va comptabiliser ses actifs numériques à leur coût d'entrée. L'entreprise a acquis du bitcoin à 10 000 euros et elle souhaite utiliser ces bitcoins pour payer du salaire lorsque celui-ci est à 20 000 euros.
le fait de sortir des bitcoins à titre de rémunération va déclencher l'imposition sur la plus-value latente à hauteur des bitcoins qui sont sortis. Donc, elle va certes exposer une charge, cette entreprise, mais elle va aussi constater un gain dans le même temps. Donc, déjà, ça va avoir un impact parce qu'elle peut avoir un gain qui est conséquent, alors qui excédera jamais le montant de la charge, évidemment, parce que c'est juste à hauteur des bitcoins qui sont sortis. Mais en réalité, l'opération de paiement d'un salaire peut se révéler être neutre sur le plan comptable et fiscal. Parce qu'on va avoir un gain et une charge d'égal montant, ou presque. Pour le salarié, c'est aussi un vrai sujet, surtout quand le salarié détient des actifs numériques. Là, on peut commencer à détailler maintenant, mais là, c'est dans une petite complexité de la loi fiscale pour les particuliers, en fait. Il se trouve que les plus-values des particuliers ne sont pas calculées de manière très classique, en fonction d'une crypto spécifique qu'on va acheter, qu'on va revendre, mais elles sont calculées d'une manière générale au regard d'un patrimoine crypto. Et quand on reçoit un salaire, donc traitement des salaires en crypto, les actifs numériques reçus vont, et ça c'est une question d'organisation du patrimoine fiscal d'une personne, vont instantanément devoir être considérés comme relevant du patrimoine personnel du salarié. Ça veut dire qu'un salarié qui détenait déjà un patrimoine crypto, sur lequel il pouvait être en plus-value parfois de 50%, 90%, quasiment 100% parfois, il va recevoir son salaire en actifs numériques. Si il veut convertir immédiatement le salaire en euros pour payer son logement, pour payer ses factures d'électricité, pour payer son alimentation, il va déclencher de la plus-value, non pas calculée par rapport au prix de revient du salaire, des bitcoins qui va sortir, mais par rapport au prix de revient de l'ensemble de son patrimoine crypto. Donc en fait, il pourrait s'exposer à la fois à l'imposition sur ses salaires, de manière très classique, et à une flat tax sur sa plus-value crypto. Et les deux vont se cumuler ? Exactement. On ne va pas avoir un cumul, on ne va pas avoir une double imposition au sens strict parce que le salaire, le montant reçu en salaire va venir être comptabilisé en prix d'acquisition des cryptos qui ont été vendus pour les besoins du calcul de la plus-value. Mais si le prix d'acquisition global, imaginons la personne avait investi uniquement 1 000 euros en bitcoin et se retrouve avec 100 000 euros en bitcoin, le fait de recevoir 10 000 euros de salaire en bitcoin va porter le prix d'acquisition à 11 000 euros. Et alors que la personne se retrouve avec un patrimoine de 110 000 euros. Donc en fait, le prix d'acquisition sera utilisable à hauteur de 10% seulement. En fait, il y aurait presque une gymnastique comptable à avoir pour l'entreprise, c'est-à-dire de payer les salaires en crypto à partir du moment où elle-même est en moins-value sur son portefeuille crypto. Et de la même façon, il faut que le salarié reçoive de la crypto à un prix qui est en dessous de son prix moyen d'achat. Et à ce moment-là, ça peut devenir une alternative comptable, fiscale, de ce point de vue-là, mais on verra qu'il y a plein d'autres points à retenir pour lesquels on pourrait avoir un intérêt. Sinon, on risque au contraire de cumuler des bénéfices et donc de cumuler de la fiscalité. Exactement, c'est même pas forcément recevoir des cryptos à un prix d'achat supérieur à son prix moyen d'achat. Ça va être juste de s'arranger pour qu'au moment de la conversion des cryptos, il n'ait pas de plus-value latente. Donc s'il n'avait pas de crypto de base, ça ne pose aucun problème parce que de toute façon, s'il les sort immédiatement, s'il vend ses cryptos immédiatement après les avoir reçus et qu'il n'y avait aucun autre patrimoine crypto, il y aura une gymnastique administrative à réaliser, c'est qu'il devra quand même calculer son opération taxable, parce qu'encore une fois, même s'il n'y a pas de plus-value, il y a une opération taxable. Donc ça veut dire déclarer un salaire, déclarer une plus-value crypto qui en réalité à zéro, mais voilà. Il y a quand même des contraintes administratives importantes. Alors, juste pour prolonger ça, en fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que si je me fais payer en crypto, j'ai pour simplifier les choses, intérêt à revendre au quotidien mes cryptos, à surtout pas les stocker, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où j'ai un stock de crypto, c'est-à-dire un patrimoine de crypto, que le calcul de ma fiscalité devient, on ne va pas dire inextricable, mais compliqué, que probablement il faudra faire appel à des plateformes tiers telles que celles qu'on a déjà reçues pour m'aider à déclarer ma fiscalité ou le montant de ma fiscalité en crypto. Donc en fait, il faut vraiment avoir un mouvement. Il ne faut pas cumuler les cryptos dans ces cas-là. On peut ne pas cumuler, le problème c'est que revendre presque au jour le jour, ou au mois le mois plutôt, parce que c'est plus probable dans ce sens-là, ça implique de devoir constater une opération taxable chaque mois, donc devoir déclarer l'année suivante une opération taxable à chaque fois, donc déclarer au minimum 12 opérations dans l'année. Donc ça peut être une contrainte, après déclarer 12 opérations avec peu ou pas de plus-value ou de moins-value,
Bon, entre le moment où c'est reçu et le moment où ça va être sorti, mécaniquement, on connaît la volatilité qui existe sur les cryptos. La probabilité pour qu'il y ait une plus ou moins value égale à zéro est extrêmement faible. La probabilité pour que la plus-value soit énorme ou la moins-value énorme est aussi assez faible. La volatilité, il ne faut pas non plus exagérer, ça ne va pas faire des plus 500% dans la journée. Mais tout de même, il y aura dans tous les cas cette gymnastique à réaliser. La plus simple le meilleur des conseils lorsqu'on se fait payer en crypto, en fait, c'est à la limite d'avoir une philosophie de je me fais payer une partie de mon salaire en euros pour mes dépenses quotidiennes, je me fais payer une partie de mon salaire en bitcoin et je le conserve. C'est la clé, On allait y venir. ouais. Hein. Et juste avant, mais du coup, pour revenir sur ce que tu as dit juste avant, en réalité, aujourd'hui, pour un salarié, c'est presque plus simple et plus intéressant de se faire payer en euros et de changer ses euros en crypto plutôt que de se faire payer directement en crypto. Tout à fait, parce qu'il pourra moduler plus C'est ça. facilement son investissement, ou alors il a un engagement avec son entreprise, comme quoi il peut, sur demande, avoir une partie de son salaire en crypto, sous réserve de ce qu'on C'est a ça. dit tout à l'heure. Ok. Mais comme ça, il peut moduler lui-même son investissement comme s'il l'achetait directement. Ce qui est important, c'est que la partie qu'il conserve en crypto, c'est mieux qu'il la conserve un certain temps et que quand il sort ses cryptos, il soit prêt à avoir les contraintes administratives et fiscales qui aillent avec. Avec la plus-value, la plus-value potentielle vaille la peine de ces arguties juridiques et fiscales. Tout à fait. Ok. Et du coup, on a déjà évoqué un petit peu, on a parlé beaucoup salaire, mais rémunération au sens large n'inclut pas forcément que le salaire. Et à ce moment-là, il y a plein de possibilités qui existent en termes de primes, en termes d'avantages en nature. Tu l'as cité. Comment ça se passe autour de ça? Exactement. Globalement, la manière dont on procède aujourd'hui sur les paiements de salaire en crypto, en fait, c'est on passe par les avantages en nature. Les avantages en nature, ils sont évalués. Il y a des règles spécifiques d'évaluation, mais globalement, c'est assez simple. C'est à la valeur au moment du paiement. Il y a quelques règles, des petites subtilités en fait en termes d'avantages en nature sur les évaluations. Par exemple, lorsqu'on a des produits qui sont créés par l'entreprise. Ça peut avoir un impact, par contre, sur les paiements de salaire en token lors des levées de fonds. On y On viendra peut avoir après. des sujets d'évaluation d'un logement mis gratuitement à disposition des salariés, d'une voiture. Ça, c'est des règles d'évaluation qui sont spécifiques. Pour les cryptos, on n'a pas de règles d'évaluation spécifiques. Donc, le montant qui correspond, la valeur imposable, que ce soit aux cotisations sociales, en salaire et la valeur de la charge, correspondra au montant des cryptos reçus, à la valeur des cryptos multipliée par leur quantité. En fait, c'est aussi simple que ça. Quand tu dis on n'en a pas, c'est on n'en a pas encore ou il n'y a pas vocation à ce qu'on en ait? Je suis pas sûr qu'on ait vocation à avoir des règles spécifiques d'évaluation des cryptos. En fait, c'est des règles spécifiques pour des biens qui sont assez peu liquides en général. Ok. Donc les biens qui sont liquides, il n'y a pas de, Ok. il y a pas de sujet spécifique. Donc voilà, on va avoir cette imposition en avantage en nature. Il y a juste une chose, et ça c'est un des détails qui doit être évoqué, c'est que je me demande souvent, moi, d'accord, je ne peux pas payer mon salaire intégralement en crypto. Quel est le montant que je dois payer en crypto? Alors, j'allais y venir, et peut-être sous un autre biais, qui est de dire, moi j'ai le sentiment que une entreprise aujourd'hui, quand elle veut se financer, il est assez commun, ou qu'elle veut recruter des cadres, il est assez commun qu'elle distribue les actions. Hein. Et aujourd'hui, on a tous les mécanismes comptables, fiscaux, etc., qui permettent à ces startups de démarrer en payant leurs cadres en actions. Dans les cryptos, tout ça, ça relève de la économique. Est-ce que là, il y a un cadre fiscal et légal qui a été posé? Est-ce que je sais quelle proportion de salaire de mes cadres je vais pouvoir payer en crypto? Et en fait, à quoi est-ce que moi, l'entreprise, je m'expose si je paye, si j'attire mes cadres en leur payant des cryptos? Et à quoi est-ce que s'exposent mes salariés qui vont recevoir des énormes paquets de cryptos qui peuvent quelquefois, exactement comme ça pourrait être le cas pour les actions d'ailleurs, être complètement disproportionnés par rapport à leurs revenus salariaux? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Alors, l'entreprise, le salarié qui perçoit des énormes rémunérations en crypto, en général, la pire chose qui puisse lui arriver, et pour l'entreprise également, c'est que l'intégralité de la rémunération, le jour où il y a une attribution définitive, on va dire, c'est que l'intégralité soit considérée comme du vrai salaire, et donc comme assujettie aux vraies cotisations sociales. Quand on a des valorisations qui parfois sont colossal, il faut bien le dire, parce qu'il y a des projets qui... Parce que là, après, tu peux monter jusqu'à 79-80%. Alors, c'est un peu moins. Alors, il y a les cotisations sociales qui sont élevées. Pour les salariés, c'est très élevé. En gros, ça va représenter à peu près jusqu'à 60% du salaire. Et puis après, sur le montant net
que va percevoir le salarié. Il peut avoir l'impôt sur le revenu, il a son impôt sur le revenu en fait jusqu'à un taux de 45% et ses cotisations salariales. Donc voilà, en fait, il y a cotisation patronale, salariale et impôt sur le revenu derrière. Donc par rapport au montant initialement prévu pour le salarié, évidemment, Il y a une décote. on ne garde pas la même chose. On Il y a une garde pas la même décote. chose. Donc aujourd'hui, un des enjeux de la consultation d'un avocat dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul évidemment, c'est de voir comment essayer de rationaliser un peu des attributions de tokens. Ça, c'est plutôt des choses qui s'appliquent à des nouveaux projets en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes mécanismes sur des cryptos qui sont pas développés par l'entreprise. Juste pour revenir sur la part crypto, la part salaire, en gros, ce qu'il faut retenir comme règle, c'est que dans le Code du travail, on a bien une disposition selon laquelle le salaire est payé en crypto. Le salaire, au sens strict, c'est au minimum soit le SMIC, soit le minimum prévu dans une convention collective, un accord de branche, si on veut. Donc il y a des minimums légaux ou conventionnels à respecter. Cette partie-là ne devra jamais être payée en crypto. Pour le reste, on peut très bien prévoir un salaire au minimum légaux ou conventionnels et des avantages en nature pour le surplus. Voilà, c'est juste qu'il faut bien le rédiger. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tout ce qui est prime, bonus, variable, intéressement, alors pas l'intéressement au sens participation et intéressement, mais avantage en nature, etc., peut être payé en crypto, mais que le bloc minimum prévu par les conventions collectives, lui, doit absolument être payé en euros. Exactement, donc on peut très bien avoir une disposition comme quoi le salaire, comme ce qui existe d'une manière générale, on peut prévoir dans l'absolu un salaire intégralement exprimé en commission en variable, mais c'est juste que si les commissions, le calcul du variable des commissions est inférieur au minimum légaux ou conventionnels, on sera obligé de réajuster à la hausse pour respecter ces minimums. Et c'est exactement pareil pour les euros. Et ça, tu penses qu'au fur et à mesure que les cryptos vont se développer, ça va être amené à évoluer? Si demain, on imagine que finalement, plus de la moitié des commerces acceptent le paiement en crypto et que ça se démocratise, cette règle, elle pourra être revue ou il y a très peu de chances? J'en suis pas convaincu. Pour les salaires, j'en suis pas convaincu, sachant que le but, en fait, de payer intégralement, le but de prévoir une obligation de payer le salaire en crypto, c'est vu à la base par les gouvernements comme une protection du salarié au regard de leur pouvoir d'achat. D'accord. Après, on pourra en discuter, Ok. mais ça relève pas de la présente émission. Mais en tout cas, les euros sont faits pour pour permettre aux salariés d'avoir un minimum Mhm. pour vivre à la fin du mois, en fait. Ok. On a une idée de la fraction ou de la proportion des Français qui accepteraient de voir payer toute ou partie de leur salaire en crypto. J'avais vu une étude de CAPA qui disait qu'en 2018, donc ça remonte quand même à un moment, que déjà 57% des Français seraient probablement d'accord pour recevoir une fraction de leur salaire en crypto. Je pense qu'en fait, tous ceux qui sont intéressés dans l'investissement dans les cryptos seraient partants pour recevoir une partie de ce salaire en crypto. En fait, c'est vraiment une mesure de simplification à l'investissement qui pourrait être réalisée vers les Français. Après, le but, c'est peut-être de l'encadrer convenablement et notamment avec de l'information qui est donnée par l'entreprise sur ce que ça engage de recevoir son salaire en crypto, ce que ça engage notamment fiscalement aussi, parce que les salariés ne sont pas forcément au courant des subtilités qu'on a évoquées ici. Donc, peut-être pousser un peu l'information, mais pour ma part, oui, je suis assez convaincu qu'une bonne partie des Français pourraient accepter de recevoir une partie de leur salaire en crypto. En fait, là aussi, sur ce sujet-là aussi, tu nous expliques que finalement, le point bloquant, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si on a demain une réglementation claire, un cadre clair qui permettent aux entreprises de payer leurs salariés pour une part en crypto, et je pense évidemment essentiellement aux entreprises qui ont des projets crypto, on aurait une très très large part de ces salariés qui accepteraient d'être payés en crypto. C'est ça qui bloque, c'est ça le Je principal pense frein. que ça bloque beaucoup et ça bloque beaucoup les entreprises en fait, parce que c'est pareil, du côté des salariés, il y a la gymnastique intellectuelle après paiement, mais pour les entreprises, c'est souvent avant paiement. On en a parlé tout à l'heure sur la question de la plus-value latente en entreprise. Et pour les nouveaux projets qui se créent, en fait, aujourd'hui, vu qu'il n'existe pas de régime spécifique comme les attributions d'actions, les BSPCE, choses comme ça, il n'y a pas de similaire dans les cryptos. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment
aucun cadeau qui est fait, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau social. Ça, les entreprises, évidemment, elles ont un peu de mal à gérer avec ce point-là. Mais c'est de ça dont je parlais, c'est-à-dire que si on veut à un moment qu'il y ait une vraie démocratisation, c'est-à-dire une vraie adoption de masse pour les cryptos, et donc si le gouvernement comprend que c'est un vrai axe de développement, qu'on peut venir là développer des projets intéressants, capter des cerveaux ou conserver des cerveaux, et que demain ça devient une vraie industrie et surtout un vrai système de démocratisation de ces flux, de l'usage de ces cryptoactifs, à un moment, il va bien falloir qu'on ait l'équivalent dans les tokenomics de ces BSPCE, de ces BSA, de tous ces outils de participation et intéressement en crypto. Et là, à ta connaissance, il n'y a pas de volonté de l'État de travailler à date sur ces sujets-là. Il y avait jusqu'à il y a quelques mois, quelques députés dans la majorité présidentielle qui soutenaient depuis des années ces projets-là. Comme Pierre Persson. Tout à fait, comme Pierre Persson. Aujourd'hui, ce sont des régimes, c'est pas le seul, mais ce sont des régimes où un travail assez important est réalisé annuellement par l'Association pour le développement des actifs numériques, donc la DAN. Tous les ans, en fait, il y a vraiment beaucoup de travail de sensibilisation, de pédagogie qui est fait et de propositions de nouveaux régimes fiscaux, sociaux pour pouvoir encourager le développement de cette industrie en France. Aujourd'hui, ça a vraiment très peu trouvé écho, que ce soit dans la majorité, dans les oppositions. Il y a vraiment un nombre de députés qui est très peu sensible au sujet. Au gouvernement, le discours dominant, c'est oui, on s'y intéresse, mais globalement, on verra plus tard. Ouais. Ce que je peux comprendre, après, c'est encore une fois, je ne suis pas maître des agendas politiques, mais c'est pas la priorité. Oui, quand on est dans des périodes de bear market et qu'on a en tête qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des Français, j'imagine effectivement que pour le gouvernement, c'est pas la priorité du jour, mais faut peut-être pas avoir courte vue et travailler à l'étape d'après. L'autre sujet, c'est probablement aussi l'adoption nécessaire comme outil de paiement, les cryptos, parce que pour que ça présente un véritable intérêt pour moi d'être payé en crypto, probablement qu'il faille que je puisse dépenser mon argent en crypto derrière. En fait, comme si j'avais une économie dans l'économie, un blob dans le blob. C'est-à-dire que je puisse acheter en bitcoin ce que j'ai gagné en bitcoin, que je n'ai pas éternellement à faire ces conversions. Et c'est probablement au travers de ça aussi que je peux avoir une espèce de masse adoption, c'est-à-dire avoir une économie qui se développe et avec des prix qui sont affichés en bitcoin et des objets que je puisse payer en bitcoin. Probablement qu'il faut pouvoir passer de A à Z, c'est-à-dire faire tout le flux. Alors le libellé en bitcoin, peut-être qu'on va y arriver, peut-être pas, ça je peux pas garantir. Le gros problème en fait aujourd'hui en France, c'est est-ce que j'arrive à convenablement sortir mes bitcoins. Aujourd'hui, il y a un nombre de commerces de plus en plus important qui acceptent les bitcoins, il y a des acteurs qui proposent des cartes crypto, donc on va pouvoir dépenser beaucoup plus facilement ces bitcoins. Le vrai sujet derrière, c'est que la personne qui dépense ses bitcoins va avoir une fiscalité, d'une part, assez contraignante, rien que d'un point de vue administratif. Je ne parle même pas du taux d'imposition, parce qu'après tout, si on est en plus-value, pourquoi ne pas accepter de payer ces 30%? C'est pas grave. Mais administrativement, c'est compliqué, et la répétition, en nombre potentiellement important d'opérations, induit souvent une grosse méconnaissance de l'administration fiscale, donc potentiellement des contrôles fiscaux qui sont très durs à gérer, souvent psychologiquement, parce qu'une personne va dépenser même quelques milliers d'euros à l'année avec une carte crypto, mais va faire pour ça des centaines d'opérations avec sa carte. Bon, l'administration va avoir un formulaire avec des centaines d'opérations, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de mesure de globalisation. On peut éventuellement le faire par simplification, mais c'est pas censé être toléré par l'administration fiscale ou par la loi. Donc, évidemment, avoir enfin ce formulaire avec des centaines d'opérations, ça crée tout de suite un peu de méfiance de la part de l'administration, surtout que au-delà du nombre d'opérations, le calcul à plus-value implique aussi de dévoiler la valeur de son patrimoine. Donc, l'administration aura vite fait de dire gros patrimoine plus beaucoup d'opérations, peut-être qu'on a affaire à des professionnels du trading, choses comme ça, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, aujourd'hui, et c'est vraiment très regrettable, Pierre Persson l'évoquait il y a quelques jours, qu'aujourd'hui, on a des vagues d'expatriation et il aurait voulu en tant que député, je pense il voudrait encore maintenant, parce que je pense que la volonté politique n'est pas totalement éteinte, même si il ne l'exerce plus matériellement, mais il aimerait bien pouvoir faire vraiment de la France une place forte de la crypto et pouvoir garder nos entrepreneurs, nos particuliers, nos patrimoines crypto. Aujourd'hui, on a des vagues d'expatriation. Dès qu'une personne a beaucoup d'actifs numériques,
par peur raisonner ou non. Encore une fois, c'est pas le sujet. Mais il y a du dialogue à avoir, de la construction de dialogue à avoir, mais ils vont avoir une tendance assez facile à s'expatrier à cause de leur profil et qu'au final, une expatriation, voilà, on reste 2 ans à l'étranger, 2 à 3 ans à l'étranger, on fait un cash-out de toute ou une grande partie de son portefeuille, on revient avec quelques centaines de milliers ou quelques millions en France et on peut dépenser librement parce qu'on était dans un pays qui a été peu ou pas fiscalisé, où on n'a pas été fiscalisé ou peu fiscalisé. Donc, Ouais, très facile. ces sujets-là relèvent de la politique, mais ils sont effectivement passionnants. Moi, j'ai eu au cabinet, puisque mon métier c'est faire de la gestion de patrimoine, une cliente qui vivait à Dubaï et qui était intégralement payée en crypto, puis qui est arrivée dans le cabinet et qui me dit, bah voilà, je continue à être payé en crypto depuis Dubaï. En plus, je fais quoi de tout ça? Conversation a vite tourné court et elle a repris l'avion dans l'autre sens parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions pour elle autre que créer une entité juridique, une société, facturer sa société avec une SAS, se faire payer son propre salaire après avoir converti dans sa SAS, etc. etc. Enfin, je veux dire, il y avait une espèce de cheminement qui était un petit peu compliqué et qui mène à penser d'ailleurs que même si on ne peut pas encore se faire payer son salaire en Bitcoin, je pense qu'on peut se faire payer des prestations de services en Bitcoin et que c'est peut-être l'univers du salariat qui n'est pas encore complètement adapté au paiement en crypto, mais qu'en revanche, les prestations de services, elles peuvent être facturées dans des monnaies crypto, dans des crypto-actifs. Tout à fait. Dès lors qu'on a affaire à des professionnels, c'est beaucoup plus libre. En fait, c'est les contrats qui règlent ça. Et ça, il n'y a pas de règle générale qui dit, voilà, tous les contrats doivent être... Alors, ça doit être libellé en euros. Il doit y avoir des factures qui sont faites en euros pour des questions comptables, des questions fiscales, notamment pour la TVA. Donc ça, il va falloir avoir une contre-valeur en euros systématiquement, mais on peut avoir beaucoup plus de flexibilité sur le moyen de paiement. Ça nécessitera là aussi un cadrage assez important parce que quand on reçoit la contrepartie d'une prestation, on la reçoit en Bitcoin. S'il y a de la TVA dessus, la TVA, il faut la reverser soit le mois suivant, soit à la fin du semestre suivant, ou alors on régularise, ça dépend du régime, mais on régularise l'année suivante. Évidemment, si on reçoit du Bitcoin à une valeur de 40 000 euros et qu'au moment de convertir pour payer sa TVA, il vaut 20 000 euros, ça devient compliqué. On ne va pas réajuster le montant de la TVA en fonction de la perte financière qui a été faite derrière. La perte financière est prise en compte pour l'impôt sur les sociétés, mais pas pour la TVA. C'est la date d'encaissement qui compte. Donc, ça nécessite, là aussi, de la gymnastique de trésorerie. Mais là, ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, en pratique, la plupart des personnes qui reçoivent des paiements en crypto, ce sont des indépendants, des freelances qui agissent en tant que personnes physiques professionnelles ou à titre de société. Ça se voit beaucoup. Et ça gagne vraiment du terrain. Moi, à titre personnel, de ma société, c'est beaucoup payé en crypto. On encaisse entre 50 et 80% d'honoraires en crypto chaque mois, donc c'est pas un sujet. Mais ça nécessite des efforts et un peu d'organisation. Thibaut, la dernière question ou le mot de la fin? Ouais, mot de la fin rapidement. Pour dépasser un peu l'aspect financier, la blockchain et les cryptos ont pas mal de caractéristiques et de propriétés qui pourraient être intéressantes quand même au niveau de la transaction, notamment à l'ère du remote où on a des entreprises qui gravitent un petit peu sur tous les continents. Est-ce que ces arguments-là de rapidité de transaction, de faible coût de transaction, c'est des arguments qui résonnent pour les entreprises ou pas du tout aujourd'hui? Je te donne un exemple tout simple, c'est que depuis quelques jours, là, pour des questions d'organisation, j'ai un prestataire qui se trouve en Amérique du Sud. Je le paye uniquement en crypto. Je le paye en Bitcoin. C'est plus simple. Pour lui, c'est plus simple aussi. Ça facilite énormément la gestion bancaire, les frais, la rapidité. Donc oui, évidemment, ça présente un intérêt énorme sur le plan de l'accélération des transactions. Bon, malheureusement, on arrive au terme de cette émission, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Merci beaucoup, Maître Axel Saban, d'être venu partager ton expérience sur notre plateau. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver via mon site web, www.revoavocat.com. Sur Twitter, on est assez actif. On publie en général toutes les semaines. Là, ça va reprendre à la rentrée, un Revotips où on donne justement une petite information fiscale, une petite optimisation à réaliser qui peut être assez agréable pour les contribuables. Voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux d'une manière générale ou sur Paris, là où sont situés mes locaux. Bon, nous espérons que ce sujet vous aura intéressé, voire passionné, autant que nous, et que si vous avez déjà été confronté à cette problématique de vous faire payer en crypto, n'hésitez pas à en témoigner sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à toi, Axel. C'était Parlons Crypto. Merci à toi, Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H Consulting. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle
émission. À la semaine prochaine, à bientôt.